Bonsoir à toutes et à tous. Nouveau numéro de Putsch Live ce soir et je reçois pour la seconde fois Pierre Jovanovic. Pierre, bonsoir. Merci une nouvelle fois de revenir sur Putsch Live. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous Nicolas. Ravi de retrouver tous vos spectateurs. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Donc, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Pierre Jovanovic, entre autres écrivain, éditorialiste, économiste, auteur de nombreux livres à succès, faiseur de la revue de presse. D'ailleurs, vous avez œuvré cette nuit et c'est pour vous le début de la journée. Donc, et vous signez, avant que j'oublie, vous signez votre livre notre dernier livre à Moulins ce week-end. Voilà, pour tous nos téléspectateurs dans le coin. Pierre Jovanovic, c'est ça, Pierre, hein, vous signez là. Quelle heure vous Ouais, signez à Moulins? exactement. Donc, un petit coup, je serai en Auvergne, là, à Moulins. Et je serai ravi de retrouver tous nos spectateurs de la région. Ça me fera plaisir parce que là, on retrouve, après cette période de Covid, on va enfin pouvoir retrouver les dédicaces signatures et retrouver le contact avec nos lecteurs et spectateurs parce que c'est très important. C'est en partie là, si vous voulez, que j'ai toutes les informations qui me remontent au niveau régional. Notamment, si vous voulez, si vous regardez la liste des licenciements qui est sur la droite de la revue de presse, je veux dire, tous ces licenciements régionaux, vous ne les retrouvez pas sur le fil AFP. Hein, c'est silence total. Cette liste de licenciements, elle est capitale et elle est extrêmement suivie parce que c'est ce qui me permet de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. On va en parler. On va aborder la crise économique, la crise sanitaire, le plan de relance aussi de l'Union européenne. On va aborder tous ces sujets, Pierre Jovanovic, avec vous sur ce long entretien, pour ce second long entretien. Une première question, Pierre. On peut pas y couper la crise sanitaire. Bon, on l'a tous vécu, le confinement, le déconfinement. Vous portez quel regard là sur cette espèce de moment citoyen, politique, sanitaire, médiatique aussi qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, au fin septembre là? Écoutez, là, vous voyez, si vous voulez, Jacques Attali nous en parle depuis longtemps. Hein, Sarkozy nous en a parlé aussi. Le fameux nouvel ordre mondial, j'adore ce terme qui est en fait un nouvel ordre américain, hein, tout simplement. Là, vous voyez, si vous voulez, la mise en place de ce nouvel ordre mondial, c'est-à-dire suppression du cash, dictature pour des raisons sanitaires, bien entendu. Et si vous regardez bien, si vous faites une analyse à l'envers, c'est-à-dire tout ce qu'ils nous interdisent de faire, eh bien, vous vous retrouvez quasiment dans un film que j'aime beaucoup et que vous connaissez sans doute et que nos spectateurs, enfin en tout cas, je vous invite à le regarder. C'est le festin de Babette. Hein, c'est très important. On n'a pas le droit de s'approcher les uns des autres. Si les femmes accouchent, elles doivent porter un masque. Vous ne pouvez pas prendre l'avion si vous n'avez pas un certificat Covid. Hein, maintenant, dans certains coins, j'en parle justement ce matin dans la revue de presse. Porter un masque pour ne pas voir nos émotions, alors qu'on sait pertinemment, si vous voulez, que ceci n'a rien à voir. D'ailleurs, le gouvernement le disait dès le début, hein, les masques ne servent à rien, etc. Donc, j'aimerais qu'on m'explique comment ces pseudo-spécialistes médicaux, scientifiques, le haut comité sanitaire, je ne sais quoi, peuvent dire le contraire, un truc et son contraire en l'espace de 3 mois. Les masques vous protègent, on va dire, ne vous protègent pas. Hein, c'est ce que disait Véran déjà pour la grippe. Donc, je ne vois pas en quoi ça nous protège sur le Covid. Hein, ne l'oubliez pas. Et ensuite, je vous rappelle qu'il y a plusieurs scientifiques qui sont montés au créneau, des scientifiques qui sont capables d'analyser effectivement le Covid au niveau de sa cellule. Je vous rappelle que vous avez un rond, hein, c'est le HIV, et au milieu, vous avez la malaria. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle Mme Buzyn a classé la chloroquine à toute hâte comme substance vénéneuse alors qu'elle était là depuis 80 ans, hein, je le dis souvent, tout simplement parce que la chloroquine tue la malaria. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le HIV, si vous voulez, autour ne sert qu'à percer vos défenses naturelles. Voilà. Donc, c'est une immense escroquerie. Immense. Je ne dis pas que le virus n'existe pas, attention. Hein, oui, parce qu'attention, Pierre, vous savez qu'on est toujours pas trop loin de l'accusation de complotisme. Hein. Non, mais attendez, moi je suis le roi des complotistes, hein, c'est le monde qui le dit, donc j'assume. J'assume, mais vous avez plein. Attendez, même ça a été breveté. Hein, je pense que je vais revenir la semaine suivante là-dessus. Comment dire,
Le professeur Montagnier a bien expliqué, et d'ailleurs d'autres scientifiques, que le virus du Covid-19 n'est pas un virus naturel, parce que les virus naturels ont des pattes, on va dire 8 pattes, d'accord, et que les virus créés en laboratoire n'ont que 4 pattes. C'est un peu comme si le mec, un savant fou, avait essayé de créer une mouche et qu'au lieu de lui faire 2 pattes, il en a réussi à lui faire qu'une seule. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, et tout ça, je vous l'ai dit la dernière fois qu'on l'avait fait, et rappelez-vous, je l'ai même dit au mois de novembre, la vague de licenciements au mois de novembre en Allemagne était telle qu'ils créeront une diversion pour masquer tout ça. Et aujourd'hui, vous avez cette diversion simplement parce que cette vague de licenciements que je chronique depuis des années ne cesse de monter. C'est un peu comme si vous étiez sur une plage, d'accord ? Et que chaque vague qui arrive, si vous voulez, c'est une vague de licenciement, c'est le cas de le dire. Et puis vous voyez ces vagues qui arrivent les unes après les autres, et puis chaque semaine, elles prennent, on va dire, je sais pas, 10 cm de plus. Eh ben, au bout de 12 ans, 12 ans de crise financière, parce que rien n'a été réglé depuis l'explosion de Wall Street de 2008, ça va faire 12 ans là, eh bien aujourd'hui, les banques font de la cavalerie, donc ils ont allumé un contre-feu, ils l'ont préparé depuis longtemps, ça fait 3 ans qu'ils sont dessus. Moi j'invite tous vos spectateurs à regarder sur quotidien.com, vous avez l'onglet reportage et vous avez toute ma chronologie qui vous prouve tout ce que je vous dis avec des sources, New York Times, Wall Street, machin, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez tout vérifier avec des vidéos. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi Bill Gates, par exemple, demande à Mastercard, quasiment 1 an avant le déclenchement du Covid, enfin l'arrivée du Covid, une application santé à Mastercard. Vous comprenez ? C'est quand même quelque chose d'absolument surréaliste. Vous avez Joe Biden qui vous parle d'une pandémie qui va arriver 6 mois avant. Je veux dire, ces gens étaient parfaitement informés de ce qui allait se passer. C'est un contre-feu, si vous voulez, parce que les banques sont dans un état absolument catastrophique. Regardez bien, la Société Générale aujourd'hui. Ouais, je voudrais qu'on en parle justement. J'allais vous questionner, Pierre, là-dessus. Je voudrais qu'on aille juste, parce que là, on vous allez très vite et je vous connais. Je voulais juste vous poser la question, avant qu'on rentre dans le détail de la crise économique, de la crise bancaire, on va en parler, on va longuement en parler. On est avec Pierre Jovanovic, merci, vous êtes sur Pushline, n'hésitez pas à liker, partager sur live sur Facebook, retweeter sur Twitter également, mettre un petit j'aime sur la chaîne YouTube et mettre un petit pouce et éventuellement aussi même de vous abonner à notre chaîne YouTube. Finalement, Pierre, je voudrais revenir vous savez, aux premières prises de parole officielles d'Emmanuel Macron, qui nous disait qu'il avait compris, Emmanuel Macron, que la mondialisation n'était pas la panacée de notre avenir commun. Pour vous, quelle gueule va avoir le monde d'après, Pierre Jovanovic ? Justement, le monde d'après, si vous voulez, c'est la mondialisation, c'est-à-dire c'est le plan exact qu'ils veulent achever. N'oubliez pas, Sarkozy avait dit rien ni personne ne pourra nous empêcher d'instaurer le nouvel ordre mondial. J'invente rien, je veux dire, vous avez le président de la République qui nous sort ça. Macron nous a fait cette déclaration, mais c'est juste pour faire semblant, littéralement. Il continue, la preuve, vous voyez, c'est que pour punir le docteur Raoult, Didier Raoult, ils ont littéralement refermé, on va dire, Marseille. Vous pensez à Marseille, il y a trop de morts, etc. Alors qu'ils omettent de dire que les morts qui sont à Marseille, ça vient de Nice, de Cannes, de toutes les régions, sauf de Marseille ou de Aix. Vous voyez comment ils trichent ? Vous pensez qu'il y a un fond de sauce là, ces mesures sur Marseille, cette espèce de couvercle sur Marseille pourrait, selon vous, venir d'un règlement de compte avec le professeur Raoult ou... Ah, mais tout à fait. Mais tout à fait. Raoult, si vous voulez, je vous l'ai dit, Raoult c'est celui c'était le grain de sable dans la machine. Voilà. Enfin bon, cela dit, ça n'a pas empêché cette dictature sanitaire de s'instaurer, parce que en fait, ils ont réussi à obtenir, si vous voulez, vous avez des gens maintenant qui s'engueulent dans la rue, qui insultent ceux qui n'ont pas de masque, vous avez même des bagarres, on l'a vu encore cette semaine, la semaine dernière, et ainsi de suite. Je veux dire, ça devient épouvantable. Ils ont quand même, je veux dire, il y a 80% de la population qui est terrorisée, littéralement. Attendez, en 2017, il y a eu plus de morts à cause de la grippe saisonnière qu'à cause du Covid en 2020. Non, mais attendez, et on nous fait tout un cirque. Vous voyez bien que c'est une mayonnaise qui est montée de toutes pièces. Et à nouveau, je ne dis pas que le virus n'existe pas et qu'il n'est pas virulent, loin de là. On est tout à fait d'accord.
Pierre, moi, ce que j'ai du mal à comprendre par rapport à ça, c'est qu'au vu des mesures, on se rend bien compte que l'économie, on va en parler, vous nous en parlerez de ça, de l'économie qui est dans un désastre, c'est un désastre absolu, les faillites, les licenciements. Finalement, pourquoi Emmanuel Macron, ils voudraient mettre à mal l'économie? C'est pas plutôt de l'incompétence sur la prise de décision aujourd'hui, à cet instant, je parle, hein, parce que mettre à bas l'économie, quel intérêt pour eux finalement? Bah, écoutez, vous avez bien vu que s'ils ont mis à bas également. Écoutez, ils ont fait, avec ce Covid, ils ont fait d'une pierre plusieurs coups. Hein, je vous le rappelle. Il faut revenir à Trump. Ils ont tout essayé pour empêcher Trump d'être président des États-Unis. Ils lui ont inventé une affaire d'espionnage russe. On a vu que c'était du grand n'importe quoi. Au mois de novembre, rappelez-vous, mois de novembre 2019, il y a eu le impeachment, hein, c'est-à-dire qu'il fallait le dégager parce que, soi-disant, il était fou. Et comme Trump a obtenu des résultats économiques absolument extraordinaires, hein, il a dit aux multinationales américaines, soit vous fermez votre usine au Mexique et vous la ramenez, soit je vous taxe à 70%. Résultat des courses, il a obtenu le taux de chômage le plus bas depuis, je crois, 1958 ou 56, hein, peu importe. En tout cas, c'était un taux de chômage jamais vu. Et donc, les démocrates ont vu qu'il sera réélu vraiment, passez-moi l'expression, les doigts dans le nez. D'accord ? À partir de ce moment-là, ils ont d'un seul coup, vous avez eu le Covid qui s'est développé. Alors, ça leur a permis effectivement de pointer le doigt, regardez les Chinois, ça vient de Chine, c'est des enfoirés, alors que le labo d'où est sorti soi-disant le Covid était financé par le département de la défense américaine. Qu'on m'explique un peu les tenants aboutissants, et bien entendu avec les scientifiques français de l'INSERM et de l'Institut Pasteur. Donc aujourd'hui, vous avez et ça leur permet surtout de, comme je vous l'ai dit, de masquer cette crise bancaire qui est absolument épouvantable parce qu'aujourd'hui, vous avez un autre virus. Hein, j'en ai parlé dans la revue de presse qui vient de sortir justement avec TV Liberté. Vous avez un virus qui s'appelle les taux négatifs, qui est là maintenant depuis 5 ans et qui est en train de détruire littéralement tout le système bancaire européen. Voilà. Tant et si bien, si vous voulez, que le cours de la Société Générale, aujourd'hui, ne serait-ce qu'au mois de mars, par rapport à mars 2020, jusqu'à aujourd'hui, le cours a perdu 60%. C'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro. Vous l'avez dans la revue de presse. J'ai lu effectivement que la Société Générale est en difficulté, oui. Moi aussi, je l'ai lu. Attendez, mais il n'y a pas que la Société Générale. Ouais. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, la Bankia, qui était elle-même en faillite déjà en 2011-2012, à qui il manquait 25 milliards, a fusionné de toute urgence avec la Caixa espagnole. Aujourd'hui, c'est toutes les semaines, vous avez des fusions. Et la Société Générale, regardez, elle-même a annoncé la semaine dernière qu'elle allait fusionner avec le Crédit du Nord. Je rappelle, le Crédit du Nord, avant, c'était une banque privée qui était une très bonne banque, etc. La Société Générale avait pris un petit peu le contrôle dessus, mais elle était restée indépendante. Là, elle va fusionner, le réseau Société Générale va fusionner avec Crédit du Nord. Résultat des courses, au mois de décembre, je pense, hein, peut-être après, peu importe, ce seront 5000 personnes qui seront licenciées. Hein, et toujours au moment des vacances, sans doute, je vous dis, au moment de Noël. Donc, vous voyez bien qu'il y a une crise bancaire et la Société Générale est au bord de l'explosion. C'est qu'elle est explosée, elle est morte. C'est fini, elle est morte. Vous vous rendez compte ? Son action était à 150 € en 2007. Aujourd'hui, elle a 10. Vous ne pouvez pas tromper les traders. Et encore moins les traders de la Société Générale, ça je vous le dis. Ouais. Hein, donc, l'action à 10 €, ben, ça veut tout dire. C'est une banque foutue. C'est comme la Deutsche Bank. La position de la Société Générale est même pire que celle de la Deutsche Bank, techniquement. Donc, vous allez voir que la Société Générale va être fusionnée soit avec Unicredit, soit avec Deutsche Bank, soit avec une autre banque, genre Montepaschi. Enfin, deux banques en faillite qui fusionnent, c'est une bonne banque, soi-disant. Voilà. C'est leur technique maintenant depuis 12 ans. Hein, c'est comme ça. Regardez, HSBC France. Attendez, HSBC, un superbe réseau. Aujourd'hui, ils ont dit, bon, on gagne plus d'argent avec les taux négatifs, on bazarde tout. Ils sont prêts à vous vendre tout le réseau pour 1 €. Vous voulez l'acheter ? 1 €. Non, ça va aller. On va rester, nous, indépendants chez Puig. On va éviter la rentrée dans les systèmes bancaires. On va rester indépendants. Si un spectateur veut se dévouer et acheter le HSBC, t'en vend pour 1 €. On va dire ça comme ça.
Pierre, je voudrais qu'on fasse un petit point rapidement sur les taux négatifs. C'est quoi pour vous le péril des taux négatifs, qu'on comprenne bien, hein, voilà. Écoutez, aujourd'hui, par exemple, pour vous, la Banque centrale européenne de Madame Lagarde, mais c'était le cas également avant avec Monsieur Mario Draghi, prête soit à 0, mais aujourd'hui, elle prête à moins 1%. Elle vous prête à moins. C'est-à-dire qu'elle vous lui empruntez 100 et vous allez le rembourser, on va dire, 99. Attendez, c'est le monde à l'envers. Je veux dire, rien dans le code pénal, dans tout ce qui régule l'industrie bancaire, l'industrie financière, les huissiers, etc., jamais personne n'a imaginé qu'un jour, on aurait des taux négatifs. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine, je le précise. Je le précise, hein, c'est très, très important. Moi, j'ai lu un livre d'un économiste américain très, très intéressant qui fait toute l'historique des taux d'intérêt en remontant à 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez jamais eu de taux négatif, sauf une fois, pardonnez-moi, juste une fois, mais ça parce que c'était avec le franc suisse quand il y a eu la crise en 74 ou 75, je me souviens plus. Tout le monde s'était précipité en Suisse pour planquer son argent en Suisse. C'est explique cela. Mais aujourd'hui, tout le monde se planque, si vous voulez, tout le monde planque son argent, les grosses assurances, dans les obligations du pays parce qu'ils se disent le truc va exploser à un moment donné ou à un autre, on n'en a rien à foutre. Parce que le peuple garantit un remboursement. Je préfère qu'on me rembourse 98 € sur 100 plutôt que je perde 80% de tout. Voilà. Vous comprenez bien? Taux négatif, c'est une destruction totale de l'épargne, c'est une destruction des retraites. C'est quelque chose d'absolument épouvantable et qui fonctionne de pair avec l'inflation. Rappelez-vous, nous, on a fait notre émission juste au moment du confinement. Je discutais avec les gens là, du supermarché. L'inflation que les gens ont enregistrée est de 20% sur les produits qu'on achète, fruits, légumes, machin, etc. 20%, juste là, cette année, en France, à cause du confinement. Mais l'INSEE va vous dire que l'inflation n'a été que de 1 ou 2%. Donc, c'est de la folie furieuse. Votre livret A vous rapporte combien 0,5 avec une inflation à 5 ou à 20, vous perdez en pouvoir d'achat 19%. Rajoutez le taux négatif, vous êtes à 25%. Pardon. C'est effroyable ce qui se passe en ce moment. C'est ça le vrai virus. Et c'est pour ça qu'ils ont instauré, parce que c'est la politique de la terre brûlée. Vous savez, c'est comme les pompiers qui mettent le feu à un terrain pour créer, si vous voulez, un no man's land afin que le grand incendie qui arrive puisse s'arrêter. Voilà. Ils préfèrent avoir un petit feu qu'ils contrôlent, sauf que là, ça leur arrive. Moi, je dis franchement, c'est hors de leur contrôle, là, et c'est en train de partir en vrille. Et alors, si la situation est si effrayante, hein, et vous le décrivez, Pierre Jovanovic, finalement, on n'entend pas parler, excusez-moi, dans les médias. On pourrait avoir des grandes émissions là-dessus, sur ce risque pour les Français, parce qu'ils risquent quoi, les Français, les épargnants français, ils risquent quoi on pourrait entendre parler beaucoup plus massivement dans les médias, non? Attendez, vous avez entendu parler des médias en 2008, parler de l'explosion de Wall Street, non? Je veux dire, l'ordre a été donné par Sarkozy surtout de ne pas en parler. Hein, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Le jour où Wall Street a explosé, il n'y avait pas un seul journal le lendemain. Hein, il y a un mec qui, à 3 h du matin, un ouvrier, un syndicaliste du syndicat du livre CGT, s'est réveillé à 3 h du matin. Tiens, on va faire grève. Hein, voilà. Le jour où Wall Street a explosé. Magnifique. Donc, attendez, les riches ont acheté les médias, d'accord? Les riches ont acheté les médias pour donner leurs informations aux pauvres. Voilà, c'est un constat. Qui possède aujourd'hui les médias en France, les grands médias, ce sont que des milliardaires, je vous le rappelle. Donc les milliardaires, ils n'ont rien à cirer du petit peuple, du fait qu'ils ne puissent pas faire leurs courses des gilets jaunes. Regardez Macron, je veux dire, va t'acheter un costard, connard. Hein, c'est juste, il a pas, t'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Le mépris absolu. Voilà, ces gens-là. Et ces gens-là n'ont absolument, ils vivent dans une bulle. Ils n'en ont rien à cirer de ce qui se passe. C'est ça que vous devez comprendre. Et quid alors de l'avenir? Nous, avenir de la France périphérique, français moyen, voire moins que moyen, pour nous, petit peuple, finalement, Pierre Jovanovic, comment on doit voir des moins que rien pour Macron et sa clique, hein, des moins que rien.
Ouais. Mais je parle en termes d'épargne pour ceux qui ont l'assurance vie, parce que c'est les questions que je vois défiler sur le live actuellement. Il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup. Les épargnants, les comptes titres, toutes ces séries. Finalement, les Français doivent-ils avoir peur? C'est la question que je vous pose. De leur épargne. C'est pas que les gens doivent avoir peur. Je veux dire, s'ils ont pris la décision de mettre leurs économies dans un plan d'épargne logement ou dans un livret A à 0,5% ou je sais pas combien, alors qu'ils voient très bien que quand ils font leurs courses, l'inflation est à 5 ou 6, pardonnez-moi, mais je veux dire, il faut être stupide pour laisser tout ça dans leur banque. Et encore, maintenant, quand vous voulez retirer votre argent, que ce soit à la Société Générale, à BNP, etc., ils vous emmerdent. Pourquoi vous voulez retirer votre argent? Donnez-moi une preuve comme quoi vous voulez acheter une voiture, une maison, etc. Sinon, je ne vous le donne pas. Soi-disant, pour des lois antiterroristes. Hein. Le terrorisme a bon dos hein, sur tout ce qui est financier. Alors, en contrepartie, Pierre, vous me le direz, mais les banques sont de plus en plus frileuses à prêter de l'argent aux citoyens français qui veulent simplement essayer d'acheter une maison ou faire un crédit simple. Non, alors là, vous abordez un sujet intéressant. Moi, je peux vous dire, si vous voulez, que tous les fonctionnaires, eux, obtiennent leurs prêts, hein, en règle générale, ou quasiment tous. En revanche, dès que vous êtes dans le privé, alors là, effectivement, c'est fini. Vous représentez un risque parce que les banquiers sont aussi bien informés que moi, pour le coup, voire même mieux, hein, sur l'état de leur banque. Ils savent pertinemment qu'à un moment donné, il y aura un problème. Mais en revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la BCE aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez un grand article hein, aujourd'hui, ce matin même, sur quotidien.com, la BCE prête aux banques à moins 1% pour les forcer à emprunter. Non, mais c'est de la folie furieuse, quoi. Je vous dis, c'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, on vit l'histoire, littéralement, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que sur la crise financière, c'est posé la crise sanitaire. Mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et rappelez-vous, lors de notre dernière interview, je vous ai parlé de BFM, etc. Regardez, qui a été nommé aujourd'hui rédacteur en chef du journal Libération, un ancien du Mossad. C'est pas merveilleux, ça? Je trouve ça absolument sublime, quoi. Moi, je me rappelle que toute la rédaction du Matin de Paris avait démissionné lorsque Claude Perdriel avait nommé Max Gallo rédacteur en chef du Matin de Paris, alors qu'il venait de quitter l'Élysée, où il était secrétaire général de l'Élysée. Vous voyez, manifestement, à Libération, ils n'ont plus tellement de conscience professionnelle ou une certaine éthique, on va dire. La question, je sais ce que vous allez répondre, mais je vous la pose quand même. Donc, la question finalement de l'efficacité de Bruno Le Maire, efficacité d'Elisabeth Borne, efficacité des ministres là qui viennent nous expliquer qu'ils vont réindustrialiser la France, qui va pas réindustrialiser du tout. Écoutez, là aussi, c'est un article de ce matin concernant la fermeture de Béthune. Bridgestone. Oui, Bridgestone, salariés à la porte. Bridgestone a été encouragé par l'Union européenne. Alors, vous regarderez, je me souviens un peu du montant, mais ils ont reçu, je crois, 100 millions ou 80 ou je ne sais pas combien, de la part de Bruxelles pour installer leur usine. En Pologne et en Hongrie. En Pologne. Ouais. En Pologne. C'est pas la première fois que je vois ça. Écoutez, depuis 12 ans de ma revue de presse, c'est au moins la 6e fois que je vois ça. La Slovénie a bénéficié comment dire, l'Union européenne a encouragé des groupes français à déménager leur usine de France, de la fin fond de la Creuse ou d'Auvergne, justement, pour aller en Slovénie ou en Croatie. Mais attendez, mais vous trouvez ça normal? Pardonnez-moi, mais c'est pas le but. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'autre qui est en marche, et je le montre dans l'article de ce matin. C'est un véritable problème parce que l'Union européenne, d'abord, la France n'a plus de pouvoir. Bon, ça, on est d'accord. Toutes les manettes sont à Bruxelles, et Bruxelles est pilotée par les Américains. Tout simplement. Oui. Effectivement, cette Bridgestone, c'est un fonds finalement de développement économique qui a permis à Bridgestone d'aller s'installer en Pologne et en Hongrie. Et d'ailleurs, le gouvernement nous a parlé de trahison.
Donc c'est vrai que j'ai un peu sursauté de ma chaise quand j'ai entendu parler du gouvernement de trahison par rapport au licenciement. Alors que moi, je parle de la trahison des élites françaises depuis Chirac, en fait. Hein. Et Oui. ils ont accepté et d'abord, ils ont trahi le peuple français, je vous le rappelle. Les Français ont voté non contre l'Union européenne. Il faut jamais l'oublier. En Et c'est 2005. ça qui nous a littéralement entubés. Hein. Exactement comme Syriza a entubé le peuple grec, hein, je vous le rappelle, en faisant passer le traité de Lisbonne, qui était un remake. Voilà. Ah, tiens, maintenant, vous êtes dans l'Europe. Bing, terminé. Ouais. Voilà. Alors Pierre, vous me tendez la perche sur le plan de relance signé à l'Union européenne. Quelle est votre analyse sur ce plan de relance entre nous, les pauvres pays du Sud, et les pays frugaux, hein, l'Allemagne, le Pays-Bas et les autres? Et vous revenez exactement à ce que je vous ai dit au début de cet entretien. Regardez le film Le Destin de Babette. Là, c'est exactement ce que vous venez de dire sans le faire exprès. C'est un combat entre. Regardez ce qui s'est passé cet été. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais je le redis à vos spectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé cet été, justement, entre les Allemands, les Hollandais, les pays frugaux, hein. En fait, si vous regardez bien, les pays frugaux, c'est ceux qui n'ont pas de soleil, déjà, pour commencer. Ils ont dit, surtout, n'allez pas en Espagne, ils sont tous, ils ont la peste, le choléra, etc. Mais en fait, ils ont dit ça pour empêcher la fuite des capitaux. C'est-à-dire que quand vous avez 1 million d'Anglais, 1 million d'Allemands, etc., qui vont en Espagne pour passer leurs vacances pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce sont des milliards qui quittent les banques allemandes, hollandaises, suédoises, etc., et qui vont en Espagne. Résultat des courses, aujourd'hui, un drame colossal se prépare en Espagne. Ça va être absolument épouvantable. Épouvantable. Moi, j'étais en Espagne cet été. Taux d'occupation de l'hôtel, 15%. Je ne sais pas si vous imaginez. Un hôtel doit avoir 60% d'occupation pour être rentable. 15% d'occupation. Ça va être la même chose en France, ça va être la même chose à Paris. Les hôtels sont vides. J'ai vu des hôtels qui, avant, là, du côté des Champs-Élysées, la nuit était à 350 €. Hein, hôtel 3 étoiles, hein, c'est même pas un 4 étoiles. Là, ils ont baissé leur prix à 100 € et il n'y a personne. Oui. Non, mais pour continuer sur la même chose, je vous donne une anecdote. L'une de mes amies a fait un vol San Francisco-Paris. D'accord. Il y avait 30 personnes dans l'avion. Air France. Vous pensez vraiment qu'Air France va pouvoir tenir? Vous pensez, même s'ils licencient la moitié du personnel, des pilotes et des mécaniciens, etc. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un avion est immobilisé? S'ils ne font pas tourner les réacteurs régulièrement, bon, un peu c'est comme une voiture immobilisée, hein, le kérosène qui est dans les réservoirs, en fait, ça développe une sorte de, je vous donne sa tête, hein, une sorte d'algue. Et après, c'est la catastrophe parce que là, vous devez nettoyer tous les réservoirs et l'avion n'est même pas airworthy, hein, comme le disent. On va vers une. Je veux dire, ce Covid qu'ils ont lancé, qu'ils ont installé pour masquer la crise bancaire et des taux négatifs, va entraîner des choses encore pires. Ça va être effroyable. Ça va être effroyable. Et on commence à le voir. Vous commencez à voir les patrons de café manifester devant la mairie de Paris. Vous le voyez à Marseille. Hein, et puis les mecs, ils commencent à être agressifs. Hein. Et c'est normal. Les mecs, ils vont se faire entuber. Ils vont se retrouver devant les tribunaux avec les huissiers qui vont venir les saisir, etc. Rappelez-vous, Macron, parce que vous parliez si bien de Macron tout à l'heure, et vous disiez, personne ne tombera. Vous vous souvenez de son allocution? On va vous aider, etc. Ouais, on ne laissera personne au bord du chemin, Pierre. Ils nous ont aidés pendant 2 mois ou 2 mois et demi, et depuis, c'est terminé, alors que l'économie n'est pas repartie. Mais concernant Air France, effectivement, ça risque d'être une catastrophe, me semble-t-il. C'est assez. Pas spécialement Air France. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que puisque c'est Air France, mais on s'est rendu compte, j'étais à l'aéroport de Montpellier il y a quelques jours, et il y a de plus en plus de vols qui sont annulés, des lignes qui sont totalement coupées, avec des gens très inquiets sur place sur l'avenir de leur job, en fait, hein, concrètement. Donc ça se massifie au niveau national, voire européen, ça va être absolument un tsunami. Je sais que vous aimez bien ce nom de tsunami économique. C'est un tsunami, si vous voulez. Moi, j'utilise le tsunami pour les licenciements, hein, parce qu'effectivement, j'ai vu des vagues de tsunami, et je peux vous dire qu'en 12 ans d'expérience, là, je veux dire, mes sens sont affinés, hein, on va dire ça comme ça.
hein. C'est ce qui m'a permis de prévenir tout le monde au mois de novembre. Hein, véritablement. Les gens qui m'ont écouté ont pu prendre des mesures prophylactiques pour le coup, pour se défendre et pour être prêts. D'ailleurs, moi, je soupçonne, si vous voulez, que les PDG de Mercedes, de Daimler, de toutes les grosses compagnies allemandes ont été prévenus par les Américains en leur disant attention, on va lancer le truc, vous licenciez tout le monde maintenant parce qu'après, ça va être très difficile. Alors, et c'est pour ça qu'il y a eu 200 000 licenciements au mois de novembre. Hein, moi, j'invite à ceux qui n'avaient pas vu cette émission, c'était sur TVL avec Martial Bull. Vous la retrouvez sur l'onglet vidéo de quotidien.com. Ouais, chez nos confrères de TV Liberté. Ils peuvent tout bidonner. À commencer par le chiffre des morts du Covid, etc. Hein, ils peuvent tout bidonner. Les chiffres du chômage, comment dire, les chiffres des agressions policières, etc. Ils peuvent tout bidonner, sauf une chose, les licenciements et les entreprises qui ferment. Parce que là, c'est le tribunal de commerce et que là, pour bidonner les chiffres, il faut payer derrière. Et là, il n'y a plus personne. Oui. Non, mais c'est effrayant, la situation. Pierre, la question que j'ai envie de vous poser aussi, on va parler effectivement de ce tsunami économique et ça va être un tsunami populaire. Vous l'avez dit très justement, à Marseille, les cafetiers, les restaurateurs, d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous diffuserons demain sur notre chaîne YouTube l'interview assez émouvante de 2 restaurateurs, un à Lyon, un à Marseille, qui s'exprimeront demain dans la journée. Vous verrez les interviews. C'est des gens, un qui a un resto gastronomique, donc quelqu'un qui a une grosse affaire, plusieurs affaires, et un qui a une pizzeria. Et ils ont le même discours, les deux. Hein. Et je reviens à ma question, Pierre. Marseille, est-ce que ça peut pas être le laboratoire finalement d'une fronde populaire beaucoup plus grande? À Toulouse également, il y a des collectifs autour des salles de sport qui sont en train de se monter. Ça a manifesté à Lille après-midi aussi. Est-ce que ça pourrait s'agréger tout ça, Pierre? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça va s'agréger. Déjà, on voit, si vous voulez, vous savez, comme je fais ma revue de presse, donc je suis beaucoup de journaux anglo-saxons et je regarde ce qui se passe en Angleterre. Les Anglais sont fous de rage. D'ailleurs, vous avez de plus en plus, pas plus tard que samedi ou dimanche dernier, hein, donc c'était hier ou avant-hier, vous avez une manifestation de balles un peu partout en Angleterre, en principe à Londres, où les mecs se sont mis sur la gueule avec la police, quoi. Ça devient grave parce qu'à un moment donné, c'est une question de survie. C'est-à-dire à partir du moment où vous n'avez plus aucune rentrée financière, d'accord, et que vous êtes obligé, parce que comme vous êtes bien entendu gérant d'un café ou d'une entreprise, etc., vous n'êtes pas salarié, donc vous n'avez pas le droit au Pôle emploi, enfin tous ces trucs-là. C'est une question de survie, c'est une question de vie et de mort. Et qu'à partir du moment où les gens auront le couteau sous la gorge à cause du Covid, eh bien, ils vont se révolter. Ça, c'est une évidence. Du moins, je l'espère très fort, en tout cas. Mais n'oubliez pas, cette révolte est toujours liée, je l'ai toujours dit, à cette crise bancaire et en particulier à cause des taux négatifs. Voilà. Et cette crise leur a littéralement échappé des mains. Donc maintenant, ils veulent instaurer regardez bien, on vous dit ah ben non, surtout on va supprimer le cash. Hein, c'était même dans les échos. Hein. Le gouvernement veut supprimer l'utilisation du cash, d'accord, parce que c'est sale. Vous allez attraper le Covid. Mais vous avez 30 000 personnes qui font leur code de carte bancaire au supermarché ou au distributeur. Là, ça ne dérange personne. Je n'ai pas vu une seule fois les mecs de la BNP, de la Société Générale, sortir de leur agence et nettoyer le clavier hein, régulièrement. Hein, vous ne l'avez jamais vu, ça. C'est une immense mascarade, littéralement. C'est une immense mascarade. Et je vous assure, le fait de vouloir empêcher les gens d'être proches les uns des autres, en fait, ils sont en train de monter les gens les uns contre les autres. Parce que du coup, hein, c'est divisé pour mieux régner. Hein, c'est le fameux dicton. Là, vous le voyez bien. C'est très net. C'est très net. Ne serait-ce que le combat contre la chloroquine. Hein, Israël, BFM Israël, TV mène un combat contre la chloroquine, alors qu'en Israël, ils l'utilisent. C'est génial. C'est grandiose, quoi. Et Pierre, par rapport à ça, j'ai l'impression, qu'en vous écoutant, c'est un peu l'angle mort finalement je reviens à Marseille, je m'y tiens à Marseille parce que vous dites la crise leur a échappé, ou les effets de la crise plutôt leur a échappé. Oui. Finalement, c'est un peu l'angle mort parce que quel est l'intérêt finalement d'un gouvernement de déclencher ça et là des révoltes populaires comme c'est le cas à Marseille actuellement? Ils ont bloqué ce matin l'autoroute en plein Marseille. Quel est l'intérêt du gouvernement si ce n'est de bloquer finalement tout le pays? Mais attendez, c'est pas une question d'intérêt ou en avoir ou pas. C'est pas la question. C'est que en fait, ils avaient pensé qu'avec une dictature sanitaire, en disant attention, vous sortez
vous sortez, vous allez attraper le Covid, ils pensaient que tout le monde allait se mettre littéralement donc aux ordres. Aujourd'hui, si vous voulez, le fait que les cafés, les petites entreprises, etc., fassent faillite, ils n'en ont rien à cirer parce qu'ils pourront toujours dire l'économie s'est arrêtée à cause du virus et pas à cause de toutes les escroqueries menées par la JP Morgan, par Goldman Sachs et toutes les banques américaines, y compris, et surtout le Crédit Agricole. Je rappelle que le Crédit Agricole a acheté des tonnes et des tonnes de CDS aux banques américaines, Deutsche Bank et compagnie. C'est une véritable catastrophe. Donc, ils veulent, ne pas porter la responsabilité de manière à ce que la colère du peuple se retourne contre éventuellement les États, tout ce que vous voulez, sauf sur les banques, sauf sur les banquiers. C'est très important de comprendre ça. C'est très, 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 très important. Oui, mais ça va être quand même bon, ça va être quand même compliqué après à gérer, j'imagine sur le long terme ces histoires. Après aussi, et parce que il y aura plus de rentrée fiscale à un moment donné, même si on. Mais je imagine derrière. Je réponds à votre question. Pardonnez-moi, je réponds à votre question. Ouais. Je referme un tiroir de tout à l'heure, d'accord, du début de l'entretien, à propos de Trump. Mon sentiment, à 90% de chance, si Trump n'est pas réélu, vous verrez que d'un seul coup, la crise du Covid, tout ça va se calmer. Voilà. D'accord. Ouais. Je ne suis pas une seule. Beaucoup de journalistes américains sont arrivés à cette même conclusion. N'oubliez pas, je veux dire, flinguer Trump, flinguer la Chine, etc., c'est vraiment, ça les a arrangés. Vous voyez bien, ils sont même, grâce à ce Covid, les démocrates ont déjà préparé le trucage des élections, c'est-à-dire de permettre aux gens de voter par courrier. Résultat des courses, dans tout le pays, vous retrouvez des milliers et des milliers d'enveloppes pour voter pour le vote du 3 novembre. Et bien entendu, toutes les enveloppes qu'ils retrouvent sont des votes pour Trump. Non mais, regardez le New York Post, regardez le New York Times, regardez le Los Angeles Times, vous avez le Las Vegas Sun, vous avez plein de papiers là-dessus, des tonnes des sacs de postaux retrouvés et toujours, bien entendu, pro-Trump. Parce que ce que les médias français ne veulent pas voir, c'est que seule la côte ouest et est, c'est-à-dire New York, en résumé New York, Los Angeles, San Francisco, alors eux, pro-démocrates, machin, libéraux, etc., mais tout le reste des États-Unis, ils sont pro-Trump à 100%. Ils sont pro-Trump à 100%. Donc, Trump perd, le Covid s'en va. Trump gagne, là, ça va être spectaculaire. Alors, je voudrais aborder un point avec vous, Pierre. On va sortir un peu du sujet, mais on va y revenir. Quelque chose qui se passe en ce moment, l'exode des Parisiens tramuros, vous savez, les élites kérosène dont Onfray parle, finalement, qui sont en train de migrer comme un exode vers la France périphérique, que certains d'ailleurs ont détesté pendant la crise des Gilets jaunes. Tout ça est extrêmement marrant. Donc tous ces gens sont en train d'aller télétravailler à 100% à Chartres, la grande banlieue parisienne, et parfois beaucoup plus loin. Est-ce qu'on va revenir finalement, les élites kérosènes vont-elles relancer le localisme des marchés locaux et des petites postes? C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Parce que l'histoire du télétravail, donc c'est une vague de plus sur la figure. L'histoire du télétravail va amener quoi? Elle va amener, vous allez, tous les bureaux disponibles en location, ça va être multiplié par 2. À la Défense, à Paris, d'ailleurs, vous commencez déjà à le voir partout. Vous avez des affiches partout, bureau à louer, bureau à louer, oui. Bureau à louer. Donc, et là, les entreprises ont découvert que finalement, avoir la moitié des mecs en télétravail, ils économisent la moitié du loyer, la moitié de la surface, voire 70% de la surface. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir tout ça. Donc, tout le monde dégage, tout le monde en télétravail. En ce qui concerne les Parisiens qui déménagent en province, le même phénomène est observé en ce moment même à New York, et même beaucoup plus gravement à New York qu'à Paris, très clairement. La même chose est observée en ce moment à Londres, mais c'est surtout à New York. Ça, c'est en ce moment, tout le monde quitte New York, et également San Francisco. Alors, San Francisco, c'est simple, il n'y a aucune boîte de déménagement disponible avant 3 mois. C'est l'exode total. Tout le monde quitte. Pourquoi? Parce que c'est la côte ouest et ouest, donc Los Angeles, la Californie, etc., à New York.
qui avait décidé de confiner. Les autres États n'ont pas confiné ou très peu. Vous me suivez? Oui, effectivement, on voit ça ici en France. Mais moi, je le vois en lisant la presse, je me rends compte, même le Figaro a fait un très bon papier pour le coup là-dessus. Finalement, on se rend compte que le bobo parisien, ou l'élite kérosène, que j'aime bien cette expression de Onfray, est en train de fuir vers des partirages plus verts. Mais pour en revenir à ça, vous avez raison, Pierre, là-dessus. Effectivement, les grandes boîtes, est-ce que ça va pas être un levier aussi pour essayer de mettre gentiment dehors les gens et faire des économies? Mais ça va être une catastrophe, si vous voulez, en termes de revenus. Parce que n'oubliez pas, tous les gens qui louent, vous avez dans. Attendez, la BNP possède un parc immobilier de bureaux absolument colossal, Société Générale aussi. Donc ces mecs-là, en fait, ils vont se retrouver avec des centaines de milliers de mètres carrés, voire des millions de mètres carrés vides, qui ne pourront jamais remplir. Qui vont éventuellement même être obligés de transformer en appartements, littéralement. Hein, ne l'oubliez pas. Alors qu'avant, c'était l'inverse. On prenait des appartements et les transformait en bureaux. Hein. Voilà. Donc, évidemment, je pense que les gens, si vous voulez, l'idée même d'être confinés, d'être enfermés avec les mômes dans un appartement sans pouvoir sortir, avec les mômes qui courent partout, c'est pas une expérience marrante, surtout quand ça dure 3 mois. Quoi. Donc, les mecs ils se disent, bon, si leur cirque recommence, moi, je vais être en province, je veux un jardin, machin, au moins qu'on puisse se mettre au soleil. Hein. Et je reviens là-dessus. C'est très important cette histoire de soleil. Parce que, je l'ai tout dit, je finis là-dessus. J'ai tout dit que c'est une pandémie organisée, que tout a été fait pour le gouvernement français pour que cette pandémie se répande le plus vite possible, hein, le Covid. Et j'accuse le gouvernement officiellement là-dessus, et vous le voyez dans la chronologie d'une pandémie organisée. Dès que vous n'avez plus de vitamine D, autrement dit, dès que vous n'êtes plus exposé au soleil normalement, et c'est ce qui a été le cas pour vous, pour moi, pour tous nos spectateurs au mois de mars, avril, etc. Vous avez le droit de sortir qu'une ou 2 fois par jour avec des prétextes, enfin bon, peu importe. Eh bien, votre exposition, votre fabrication de vitamine D était ramenée à 5% au lieu de 100%, d'accord? Et donc, et ça, plusieurs études scientifiques l'ont montré, si vous avez une déficience de vitamine D, vous attrapez le Covid. Bingo! Voilà. C'est pas beau, ça? Vous retrouvez tous les liens pour ceux qui ne... Ah oui, mais... voilà, écoutez, tous les liens, tout ce que je dis, vous pouvez le voir, le sourcer, tout est en ligne sur quotidien.com. Voilà, vous savez, une nouvelle fois, Pierre Jovanovich, là-dessus... Les gens, c'est vraiment les amener à rechoper le Covid. C'est pour ceux qui ne l'ont pas attrapé. Attendez, moi, je vous donne l'exemple de ma supérette. D'accord? Il y a quoi? Il y a 6 personnes, 8 personnes, on va dire, qui travaillent là-dedans. 3 caissières, 2 manutentionnaires, le patron, sa femme, etc. Et je lui posais la question, donc, parce qu'ils étaient ouverts, hein, mars, avril, mai, juin, etc. Au début, ils n'avaient pas de protection de plastique, ils n'avaient pas le temps de s'organiser. Et j'ai posé la question au patron, mais est-ce que vous avez eu un cas de Covid chez vous? Vous voyez 1000 personnes par jour. Vous avez 1000 personnes qui parlent tous les jours à la caissière. Rien, nada. Il y a autre chose en route là-dedans. Voilà. Vous savez que Pierre, vous allez être encore accusé de complotisme, hein, mais ça vous le savez déjà, vous êtes habitué. Ils ont remis ma fiche Wikipédia, j'étais censuré, ils m'ont enlevé toutes mes fiches Wikipédia, espagnole, italienne, anglaise, etc., française. Et là, ils l'ont remise au 4 septembre, j'ai eu l'occasion d'en parler. Et alors là, je suis comme ils n'arrivent pas à... alors maintenant, je suis un complotiste nazi. Hein, je suis extrême droite, blabla, etc. Non mais... je rappelle, je suis membre du parti animaliste. Hein, voilà, donc c'est vraiment... j'ai pas le souvenir d'avoir travaillé pour Rivarol ou Minute, etc. Voilà, j'ai toujours travaillé dans des grands journaux qui étaient connus. Et précisé... on va dire, soit à gauche, que ce soit le matin de Paris Nouvel Obs, soit à droite avec le quotidien de Paris. Ceci étant précisé, Pierre, je voudrais qu'on revienne un peu sur Paris. Une question d'actualité. Moi, ce phénomène me frappe énormément. Pensez-vous finalement que cet exode de ces Parisiens cadres supérieurs, finalement, pourrait changer la cartographie financière un peu de Paris, avec quand même des déséquilibres immobiliers? On voit d'ailleurs que la proche banlieue et la lointaine banlieue aujourd'hui augmentent plus vite que le Paris intramuros, les appartements Paris intramuros. D'ailleurs, je crois que c'était dans les Échos il y a une petite semaine. C'est un article très intéressant là-dessus.
Oui, ça va changer la cartographie, mais en même temps, si vous voulez, ça n'entraînera pas vraiment une baisse des prix de l'immobilier à Paris. Là, je parle de l'habitation, hein. Ouais, Parce oui, que oui. vous avez énormément d'étrangers ou d'anglais qui veulent s'installer à Paris pour bénéficier de la sécurité sociale. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le tourisme de sécurité sociale parce que les soins sont gratuits ou quasiment gratuits en France, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Là-bas, c'est absolument déplorable, hein, je vous le rappelle. D'ailleurs, j'ai un autre papier que j'ai publié ce matin sur quotidien.com. Les Anglais ont découvert, par exemple, qu'il y a 30 000 personnes, donc entre mars et aujourd'hui, 30 000 personnes qui sont mortes chez elles, sans Covid. Elles sont mortes parce qu'elles étaient seules, parce qu'elles n'avaient plus d'échanges sociaux, etc. Ce confinement, en fait, va mécaniquement créer beaucoup plus de morts que le Covid lui-même. Par solitude, manque de contacts sociaux et surtout manque d'exercice, ce qui va se traduire également au mois de novembre par des problèmes cardiovasculaires pour tous les gens qui n'ont pas pu faire de l'exercice ou qui n'ont pas pu sortir comme d'habitude pendant 3 mois. Je veux dire, moi-même, j'ai pris quasiment, je pense que vous allez voir la différence, parce que là, j'ai repris mon poids, mon poids normal, heureusement. Mais je plains tous ceux qui ne peuvent pas faire de l'exercice et ça va être des complications physiologiques, hein, littéralement. Écoutez, on a l'impression qu'en fait, ils veulent se débarrasser d'une partie de la population. Alors, je crois que c'est El País, ou je ne sais plus quel journal. Alors, j'ai vu ça il y a 2 mois. Je crois qu'il y a 85 000 personnes âgées qui sont mortes dans les EHPAD simplement parce qu'il n'y a plus personne pour les visiter. Et je pense que on est au même chiffre en France. Voilà. Alors, c'est très, très grave. Les conséquences de ce Covid sont extrêmement gravissimes et j'accuse le gouvernement, effectivement, et je le fais depuis le début, de toute cette manipulation colossale. Tant et si bien que j'ai eu même des confirmations depuis par d'autres lecteurs, on va dire, qui travaillent du côté de Matignon, etc. Ils ont été avertis 2 jours avant que le confinement allait être mis en place et ils ont quitté Paris. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Bouygues ou SFR ou quel opérateur télécom, parce qu'en suivant les signaux des téléphones, en fait, ils ont vu l'exode. oui. Oui, C'est comme les contrôleurs de TGV, vous voyez, ils voient tous les TGV partir dans un seul sens, quoi. Alors, il nous reste 10 minutes d'émission. Merci Pierre Jovanovic d'être sur Putsch Live. Vous êtes très très nombreux sur le live, près de 3800, 3900 actuellement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager cette page. Abonnez-vous à notre chaîne aussi. Hein. Vous êtes sur Putsch Live. Exactement. Voilà. Et sur Twitter, retweeter également. Il y a un autre Twitter. Voilà. Voilà, on est sur sous prétexte que je relais, si vous voulez, des informations du Wall Street Journal, du New York Post, de Stern, Bild, etc. Une organisation qui est financée par Monsieur Bill Gates m'a mis comme numéro 2 de diffuseur de fausses news sur Twitter. Attends. En tout cas, en 12 ans, j'ai publié, je ne sais pas combien d'infos, on va dire 100 000, 120 000, d'accord. Vous savez, l'avantage avec la revue de presse, c'est que si je me plante, d'accord, étant donné qu'il y a, dès le lundi matin, il y a entre 300 et 400 000 personnes, tout de suite, j'ai un mail des lecteurs qui me disent « Attention, là, vous vous êtes planté ». Donc, je corrige. Vous voyez ce que je veux dire? L'AFP a fait des milliers d'erreurs. Le Canard enchaîné a fait des milliers d'erreurs. D'ailleurs, ils ont une page qui s'appelle Pan sur le bec. Hein, quand ils disent oui, effectivement. Ouais. Voilà. On n'a pas accusé le Canard enchaîné d'être un diffuseur de fake news. Alors, sous prétexte que j'ai attaqué Bill Gates, ça y est, je suis un fabricant de fake news. Mais je t'emmerde, Bill Gates. Et je t'emmerde, Shin Labé. Hein, voilà. Hein, cette espèce voilà. On est en 1942, hein, je le dis. Hein, 1942, voilà. Vous avez ceux qui collaborent avec les Allemands et ceux qui résistent. Et malheureusement, je constate qu'on est très peu à résister. C'est très intéressant d'ailleurs. Ben, on essaye, enfin, pour nous, notre média indépendant, on essaie d'être pluraliste et de faire parler tout le monde. Et d'ailleurs, on reçoit tout le monde. Et vous, Pierre Jovanovic, vous faites partie de ce large spectre d'invités que j'aime à recevoir. Comme ça, au moins, tous les lecteurs et téléspectateurs ont des idées très variées. À vous de vous faire vos propres opinions. On est encore ensemble pendant 10 minutes. J'ai une question qui me turlupine, moi, Pierre Jovanovic. Reparlons de la crise économique, la crise financière. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que
cette marge de Français, là, ce que Jérôme Sainte-Marie appelle cette espèce d'élite aspirationnelle, ceux qui sont pas dans l'élite et ni dans le bloc populaire, finalement, ils pourraient être touchés salement, durement par la crise en cas de licenciement et basculer peu à peu ou brutalement, peu importe, ou pas au choix, mais au choix, disons, dans cette espèce de bloc populaire parce que leur grande boîte va les licencier. Nous avons une réforme d'assurance chômage, la réforme des retraites qui va tomber. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette... Les conséquences vont être terribles, vous avez raison de le souligner. Vous avez tout à fait raison de parler de ça, parce que comme les lois... Alors attention, là je m'entends en écho, c'est normal? Moi, c'est très bien au niveau du son, pas de souci de l'autre côté en tout cas. D'accord. Effectivement, il y aura de plus en plus de gens qui vont se sentir gilets jaunes. Il y aura de plus en plus de gens qui vont... Écoutez, c'est un peu la même chose qu'au Venezuela. Hein, je vous prends l'exemple extrême du Venezuela. Rappelez-vous, le Venezuela, pays de pétrole, il se portait bien. Et puis d'un seul coup, tout a commencé à partir en vrille. Et vous savez, vous prenez, c'est comme, comment dire, vous savez, un troupeau de moutons, vous savez, ils sont toujours en cercle. Et vous avez toujours, c'est le premier cercle extérieur qui finissent par disparaître. Et en fait, ce troupeau devient de plus en plus petit. Ouais. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ceux qui se portent bien, on va dire ça comme ça, bien ce cercle devient de plus en plus petit. Et tous les autres sont littéralement abandonnés à leur propre sort. Simplement, je dis attention parce que là, moi je pense que les restaurateurs, tous les organisateurs d'événements, regardez les mariages. Attends, j'ai oublié de parler de ça. Attends, vous allez vous marier, vous avez le droit d'inviter, je sais pas, 6 personnes ou 10 personnes. Non mais attendez, mais les baptêmes, pareil, 3 personnes. Alors que les métros sont pleins. Les métros sont pleins. Vous prenez un avion, l'autre jour j'avais pris un avion, il était blindé. J'avais pris un TGV il y a un mois, on était les uns à côté des autres dans le TGV, mais on vous parle de distance d'1 mètre. Mais de qui on se moque? Pourquoi limiter les mariages des 10 personnes si les gens portent les masques? Allez, faisons semblant d'obéir à leur truc. C'est du foutage, c'est pour empêcher les gens de se parler, c'est pour empêcher les gens de s'apprécier. Ils sont en train de détruire le côté émotionnel des gens et ils veulent monter les gens les uns contre les autres. Voilà. J'en ai parlé au début, mais je reviens là-dessus parce que je vous dis, regardez tout ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et vous êtes en plein dans le festin de Babette. Mais pour en revenir, Pierre, à cette question-là, de ces classes, on va dire, l'élite aspirationnelle, c'est les gens en plus qui se sont sentis, qui ont méprisé pour certains les gilets jaunes, très, très durement, très virulemment. Et est-ce que, selon vous, il pourrait y avoir toute une partie de cette classe supérieure ou cadre supérieur, qui pourrait, elle aussi, être projetée, précipitée dans une abysse économique? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, par exemple, au Crédit du Nord. Le Crédit du Nord qui fusionne avec la Société Générale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura 4 000, 5 000, je ne sais pas combien de licenciements. Je peux vous dire que les cadres, là, ils l'ont comme ça, parce qu'il n'y aura pas de directeur de DRH, il n'y aura pas de DIRCOM, il n'y aura pas de directeur du risque, et ainsi de suite. Vous pouvez descendre tout l'organigramme. Et je ne parle même pas du personnel dans les agences, le personnel basique, le conseiller clientèle, etc. Donc, tous ces gens, effectivement, moi je veux dire, à un moment donné, de toute façon, la France ne pourra plus payer le chômage. Parce qu'on est déjà à 120% d'endettement. On est sur la voie de la Grèce. Je vous l'ai dit lors de notre précédente interview, je le redis ici. Parce que ce que j'ai vu en Grèce en 2009, je le vois maintenant, tout est là. On est parti pour la méthode grecque. Voilà. Pierre, vous parlez de la Grèce 2015, Tsipras qui fait le référendum. Non, je parle même 2009. C'est-à-dire les gens qui avaient des retraites. C'est l'exemple que je donne souvent. On va dire ils avaient 1 000 € de retraite, ils se sont retrouvés à 300 €. Des profs, des professeurs de français, de mathématiques. Je donnais souvent l'exemple de ce pilote de chasse à la retraite de l'armée de l'air grecque qui avait une retraite de 1 500 €, je ne sais pas combien, et qui s'est retrouvé à 350. Voilà, on va vers ça. On va vers ça, parce que l'État ne pourra plus payer. On ne peut pas s'endetter éternellement, ce n'est pas possible. C'est impossible. Regardez la Grèce. Et alors, franchement, les pays, les Allemands, les Suédois, tous les pays protestants me font doucement rigoler, quoi. Franchement.
c'est très marrant d'observer, si vous voulez. C'est comme un script, si vous voulez, qui est déroulé, quoi, véritablement. Hein, rappelez-vous, Sarkozy, Jacques Attali, rien ne pourra nous empêcher d'instaurer le nouvel ordre mondial. Vous y êtes. Là, ils en profitent. Je vous avais donné ça. Dès le début du Covid, vous avez 2 ministres, anciens ministres, premiers ministres anglais, qui ont dit, hein, je le répète, je sais, mais c'est important, il faut instaurer le nouvel ordre mondial temporairement pour gérer le Covid. Vous vous souvenez de ça, hein? C'était partout, dans Daily Mail, dans le Télégraphe de Londres et ainsi de suite. Hein? Non, mais c'est stupéfiant de voir les mecs arrivant en disant ouais, on va installer le nouvel ordre mondial. Sauf que Macron, il n'a pas envie de donner les clés au nouvel ordre mondial, hein, pas plus que le Premier ministre italien. Hein. Mais à un moment donné, ils seront forcés de le faire. Alors, il nous reste encore 5 minutes, Pierre Jovanovic. Merci. Je vais vous poser une dernière thème de questions. Vous allez voir, la question peut-être surprenante, mais je suis sûr que vous y répondrez. Merci en tout cas d'être si nombreux. Je fais une petite correction. L'élite kérosène, c'est pas Onfray, c'est Michéa. Merci à Charlie de me l'avoir précisé dans les lives. Merci aussi pour les petits messages de soutien. On sait qu'on a été cambriolé le week-end dernier. Ça fait 2 fois qu'on est cambriolé. Merci à tous pour les... Vous êtes un média trop indépendant. Je ne sais pas, je ne vais pas me hasarder à faire quelques conclusions. Nous avons porté plainte à la police et je ne commenterai pas plus que ça, mais voilà, nous avons été cambriolés et ça c'est sûr et c'est un fait avéré. Et merci pour tous ceux qui nous ont aidés par Tipeee. Le lien passe et si vous voulez nous aider pour nous permettre de racheter le matériel, parce qu'on nous a tout volé, tous les ordinateurs, il ne nous reste plus que celui-ci, là, d'ordinateur. Merci beaucoup en tout cas et pour les messages et pour ceux qui ont déjà donné sur Tipeee pour nous aider, Putsch, à continuer à vous informer extrêmement librement. Ceci étant passé, j'ai une dernière question pour vous, Pierre Jovanovic. Vous êtes élu président de la République, quelles mesures prenez-vous en 2022 ? Alors, c'est très simple, je nationalise les banques, exactement comme De Gaulle l'avait fait. Je nationalise les banques tout de suite. Séparation immédiate des banques d'affaires privées, des grandes banques. Et deuxième chose, je jette en prison tous les patrons de banque. Depuis 2006, tous ceux qui ont piloté les banques, tous les énarques, etc., direct en prison. Sarkozy en prison, déjà, pour avoir trahi le peuple français lors du vote contre l'Europe. En fait, je veux dire, là, il faut vraiment faire le ménage sur cette trahison littéralement des élites. Reprise, bien entendu, indépendance de la France. On revient effectivement à une monnaie indépendante. Fuck. Donc, retour à la monnaie, hein. Pardon ? Retour à la monnaie, hein, au franc. Ah ben bien sûr. Ben évidemment. Mais attendez, c'est la seule chose qui vous permet d'être indépendant. Rappelez-vous, on va peut-être dépasser, je vais vous faire un petit rappel. Qu'a fait l'Union européenne avec la Grèce ? N'oubliez jamais ça. Ils ont fait en sorte de détruire toutes leurs imprimeries qui imprimaient les drachmes. D'accord ? Bon, pour le peu qu'ils savaient. Qu'est-ce qu'on a vu en France ? Vous avez eu l'imprimerie Arjoblings qui imprimait. Ils imprimaient d'ailleurs la monnaie israélienne. Tu vois, ils imprimaient plein de monnaies pour d'autres pays. Ils imprimaient nos cartes grises, les permis, etc. Enfin bon, bref, fermé, faillite. Hein, et bien entendu, juste avant la faillite, il y a 20 millions d'euros qui ont disparu des comptes d'Arjoblings. Donc ça vous montre, si vous voulez, que tout ça est organisé de manière à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière. L'Union européenne est une prison, littéralement, qui ne profite qu'à une toute petite élite, et bien entendu, aux États-Unis. Donc, c'est ce que je fais, oui, ça, clairement, c'est ce que je fais. Je jette tous les banquiers en prison, littéralement. Donc, sortie de l'Union européenne, sortie du franc également. Et après, est-ce qu'on réindustrialise ? Je fais autre chose aussi. On prend en compte, si vous voulez, toutes les planches à billets, hein, c'est la fabrication de monnaie comme ça, toutes les planches à billets faites par les Japonais et les Américains, et on leur dit, voilà, tout l'argent qu'on vous doit, en fait, on va vous rembourser 10% ou 15% parce que ça ne vaut que ça, étant donné que vous nous avez imprimé avec votre photocopieuse et nous, on nous a payé avec nos châteaux, nos vignobles et nos hôtels particuliers. Voilà. Et je peux vous dire, regardez la Pologne, ils ont leur monnaie, leur économie est florissante. La Hongrie aussi, Pierre. Hein. La Hongrie aussi, ils ont le forain. J'ai pas entendu. La Hongrie aussi, ils ont le forain, comme la Pologne qui a les zloty. Exactement. Regardez la Turquie. La livre turque est au plus bas, mais je peux vous dire que
l'économie turque, je veux dire, quand vous êtes à Istanbul ou ailleurs, mais je veux dire, il y a des mecs qui courent dans tous les sens. Enfin, c'est invraisemblable l'activité économique que vous voyez là-bas. En revanche, dès que vous arrivez dans le pays européen, il n'y a plus rien. C'est absolument étonnant. Regardez Paris, vous ne reconnaissez plus Paris. Paris est mort. Mort. C'est simple, il n'y a plus rien. Et, et je fais exactement la même chose que Trump. Je fais revenir toutes nos industries sur le sol national et je taxe à 70% toutes les entreprises françaises qui délocalisent Orange. Vous savez, avec les mecs qui sont à Madagascar, qui vous répondent appelez-moi, comment ça s'écrit, avenue du Général de Gaulle. Oui, tous qui ont délocalisé, on ramène tout en France. Tout, à commencer par l'acier. C'est très, très important. Regardez, on ne fabrique même plus nos armes. Je vous en ai parlé la dernière fois. On ne fabrique même plus nos munitions. On les achète. Je crois que c'est au Maroc qu'on les achète ou à Tunisie. Ou je ne sais plus quel pays. Il y a un vrai problème. Mais c'est volontaire, si vous voulez. C'est un programme à long terme, si vous voulez, qui était fait pour empêcher la France d'être un acteur majeur. Aujourd'hui, vous observez la victoire de l'Allemagne par chaos. Par chaos, tout simplement. Donc, tout n'est pas foutu, Pierre. Regardez, ils n'ont pas confiné. Ils n'ont pas confiné. Leur économie ne s'est pas arrêtée. Si vous allez à Stockholm, vous regardez les caméras vidéo qui sont en live sur Internet, vous avez tous les gens qui se promènent dans les rues commerçantes et qui n'ont pas de masque. Et ils ont moins de morts que nous par million d'habitants. Zut! Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc, voilà, c'est ce que je ferai en premier, ça je vous le dis. Bon, on a déjà une ébauche de programme, on verra si vous sortirez une fois peut-être. Déjà, tous les mecs de la Société Générale direct à la santé, vous voyez, voilà. Alors, effectivement, ouais. Bon, ce propos, cher Pierre, vous appartient en tout cas. Attendez, Nicolas, l'action en 2007 de la Société Générale était à 150 €. Est-ce que vos parents ont sans doute acheté, votre tante en a acheté, parce que votre banquier lui a vendu les actions. Aujourd'hui, elle est à 10 €. Ils ont tout perdu. Vous trouvez ça normal de se faire baiser comme ça par un putain de banquier? C'est quoi tous ces énarques qui dirigent la Société Générale? Comment ils arrivent de 150 à 10 €? C'est la faillite. C'est la faillite absolue de la banque. En tout cas, pour tout TPE, tout PME, si la déchéance est telle, la PME et la TPE en question auraient fermé et seraient passés devant le tribunal de commerce avec toutes les plaisirs juridiques et judiciaires qui s'en suivent. En tout cas, ça, ils ne peuvent pas les bidonner. Vous voyez, ces stats-là, ils ne peuvent pas les bidonner. Non, ça c'est compliqué. D'ailleurs, on va suivre ça de très près. Pierre Jovanovic, je vous remercie. On arrive à la fin de cet entretien. On est à plus de 1 heure d'entretien. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes en dédicace samedi à Moulins, je crois, pour votre livre. Pendant que le reconfinement n'est pas acté, nous espérons que ce ne sera pas le cas, bien entendu. Merci beaucoup. Je rappelle, vous avez été très nombreux à suivre ce live. Merci beaucoup, Pierre Jovanovic. Vous êtes merci à nos spectateurs. Et puis, écoutez, on aura l'occasion de refaire le point d'ici quelques semaines ou quelques mois, mais vous verrez que la situation ne peut absolument pas s'améliorer. Les PME, les unes après les autres, vont tomber. Entre novembre et décembre, ça va être une hécatombe. On va suivre ça avec grand intérêt, avec un peu d'effroi également. On réécoutera vos paroles effectivement à ce moment-là et on essaiera de coller. En tout cas, merci Pierre Jovanovic pour ce grand entretien une nouvelle fois. Merci à tous d'avoir été si nombreux sur ce live. N'hésitez pas à liker, à partager ce live, à mettre un petit pouce bleu sur la chaîne YouTube et également vous abonner à la chaîne et à la retweeter si vous nous regardiez depuis Twitter. Merci beaucoup. Demain, on se retrouve avec un entretien avec 2 restaurateurs. Vous allez voir, c'est un entretien à pas piquer des verres. Et également avec un ancien gilet jaune qui a repris lui une salle de sport à Toulouse et qui aujourd'hui se bat pour ne pas fermer. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye et vive la démocratie. Salut. Merci à vous.